Nous vous rappelons de bien vouloir répondre aux 2 questions du Mentimeter avec le QR code. Ce serait vraiment super sympa. Nous allons commencer à 12h10 comme toujours. Donc en attendant que vous mangiez et que vous buviez, vous pouvez également remplir, s'il vous plaît, questionnaire. Je crois qu'on va pouvoir commencer. Donc, je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui à la 3e conférence qui a lieu dans le cadre justement de l'évaluation de l'étude sur le racisme qui a été menée au Luxembourg. Aujourd'hui, le thème, c'est la visibilité et invisibilité du racisme, les dynamiques sociales et processus psychosociaux. Et donc aujourd'hui, nous allons donc parler plus particulièrement de l'aspect plutôt qualitatif de ces études. Les 2 premières conférences étant beaucoup plus sur l'aspect quantitatif des réponses des personnes à cette étude. Et comme toujours, nous avons bien sûr également l'apport de spécialistes, entre autres ici aujourd'hui de Belgique et aussi du Luxembourg, toujours sur cette question et qui vont nous parler un peu plus de questions sur le terrain. Alors, je vous propose donc de vous rappeler que cette conférence est organisée par le ministère de la Famille. C'est une collaboration en fait entre le ministère de la Famille et de l'Intégration et à la Grande Région et l'Institut socio-économique l'ISER avec le Centre de formation interculturelle et sociale. Cette conférence ayant été plus particulièrement préparé par le CEFIS, parce que c'est lui qui avait en charge cet aspect de l'étude, donc qui avait été commandité par la Chambre des députés en 2021 et donc, en 2018 et où les résultats ont été donc présentés en 2021. Je vais donc proposer d'abord de présenter très brièvement nos invités. Nous avons donc 3 invités et je veux aussi vous rappeler les objectifs de cette conférence, donc qui partent surtout de l'aspect qualitatif. Donc nous allons nous attaquer à la dynamique, aux résultats du volet quantitatif de l'étude, racisme et discrimination ethnosociale au Luxembourg. Donc ils vont être présentés. Ensuite, il y aura un apport plutôt sur le processus psychologique à l'origine des discriminations et des difficultés rencontrées par les victimes de discrimination. Et finalement, nous allons plus particulièrement faire un focus sur la dynamique de la radicalisation, des préjugés quotidiens aux actes de racisme visibles et intentionnels et violents. Et pour cela, nous avons donc 3 invités. Nous avons Karine Weyer, qui, elle, est psychologue et psychothérapeute et directrice de Respect.lu, du Centre contre la radicalisation. Nous avons Frédéric Mertz, qui est politologue et sociologue. Il est directeur adjoint du CEFIS et qui est en fait une ASBL active dans le domaine de la recherche action-formation. Il est chercheur dans le domaine des migrations, du racisme et du vivre ensemble et formateur voire chargé de cours à l'Université de Luxembourg sur l'identité et l'interculturalité. Finalement, nous avons un invité de France, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si vous êtes français ou belge, mais je crois que vous êtes français. David Bourguignon. Vous êtes professeur à l'université. Non, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la Belgique, c'est pour ça que maintenant j'étais un peu. Je suis belge. Ah voilà, il est belge. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Donc David Bourguignon, il est. Voilà, il est professeur à l'université de Lorraine à Metz et professeur invité à l'université catholique de Louvain, UCL. Il enseigne la psychologie sociale des organisations et du travail. Ses thématiques de recherche portent sur les relations intergroupes, discrimination, préjugés et stéréotypes, ainsi que sur les processus de stigmatisation. Il s'intéresse notamment aux dynamiques identitaires en lien avec les politiques d'insertion sociale et professionnelle et les politiques de prévention des discriminations et de promotion de la diversité. Enfin, il a participé et a été responsable de plusieurs projets de recherche nationaux et internationaux et a édité avec Cléa Fanico, Oriane Sarrazin et Serge Guimont le livre Psychologie de la discrimination et des préjugés qui est sorti aux éditions Debuck en 2022. Voilà, avant de commencer et de donner la parole à nos intervenants,
Comme toujours, nous allons revenir à notre Mentimeter. Donc, vous avez 2 questions à répondre. La première question, quelle est la première forme de racisme ou de discrimination qui vous vient à l'esprit? Donc, c'est à vous de choisir 1 ou 2 mots qui vous viennent à l'esprit. Et on verra dans la nuage lequel de ces mots a le plus le mot est en grand, plus ça veut dire qu'il a que vous y retrouvez. Donc, c'est surtout le mot couleur de peau, microagression, religion, hate speech. Donc, c'est très fortement lié à l'origine ethnique, si je vois bien. Si quelqu'un d'autre veut commenter, c'est bon. Alors, sinon, vous pouvez de toute façon après commenter dans le cadre de vos interventions. Ensuite, nous avions la deuxième question qui, elle, portait sur classer par ordre d'importance les 3 principales stratégies utilisées par les victimes de racisme ou de discrimination. Donc, c'était l'une, s'exprimer, c'est-à-dire prendre la parole, porter plainte, revendiquer. La deuxième étant fuir, quitter son emploi, son logement, donc son quartier. Et la troisième, se rendre invisible, se taire, rester discret et se contrôler. Donc, très clairement, c'est ce qu'on a aussi dans le titre de notre conférence, se rendre invisible étant la première, n'empêche qu'il y a tout de même, je ne vois pas le nombre de personnes qui ont répondu, donc je ne vois pas si le nombre de personnes ayant répondu à la première, à la deuxième et à la troisième, donc c'est toujours très difficile d'en tirer une conclusion, n'empêche que reste que tout de même s'exprimer, prendre la parole, porter plainte, c'est tout de même quelque chose qui semble, en tout cas pour les personnes présentes, également important, et donc qui est en fait à l'antipode de la personne invisible, celle du fuir étant au milieu. On verra un peu ce que vont dire nos intervenants. Donc, nous allons tout d'abord donner la parole à Frédéric Merz, qui va nous présenter les résultats du volet qualitatif de l'étude racisme et discrimination. Il parlera effectivement surtout sur ce volet et sur les perceptions des acteurs quant à l'ampleur du phénomène et son évolution et les formes que prennent le racisme et les discriminations ainsi que les stratégies des victimes, et donc il pourra commenter ces résultats. Je donne donc la parole à Frédéric Merz, qui va nous présenter le tout avec un PowerPoint. Et maintenant? Oui, ça marche? Ok, parfait. Merci Laura pour l'invitation. Effectivement, donc, je vais vous présenter le volet plutôt qualitatif de l'étude sur le racisme et les discriminations, sachant donc, comme Laura l'a dit, que les 2 conférences précédentes étaient plutôt quantitatives. Et lors d'une des conférences, donc, nous avons, le LISER a présenté les résultats du volet quantitatif, donc le sondage qui a eu lieu au sein de la population et au sein d'un groupe potentiellement victime de racisme et de discrimination au Luxembourg. Laura l'a dit, l'étude, pour rappel, elle a été commanditée par la Chambre des députés en juillet 2020, suite à un débat au Parlement, qui fait, lui, suite à 2 événements. Le premier, c'est la présentation d'une étude en 2019 sur Being Black in Europe, pour laquelle les résultats du Luxembourg ont été présentés et ont été en partie assez interpellants pour le Luxembourg. Et deuxième événement qui a fait lieu, qui a donné débat à la Chambre, c'est on va dire la mobilisation qui a eu lieu autour du décès de George Floyd, mobilisation internationale, mais aussi mobilisation au Luxembourg, puisque en mai ou juin 2020, donc, il y a eu une manifestation d'ampleur en plein Covid pour le Luxembourg. Et donc, effectivement, la Chambre des députés s'est saisie de ce phénomène, on va dire, pour se dire, effectivement, on n'est pas exempt de ce phénomène au Luxembourg. On pensait en être assez épargné, assez vacciné, si je peux me permettre l'expression en période Covid, mais voilà, non, ce n'est pas le cas. Donc il faut effectivement mesurer dans un premier temps le phénomène. Et donc, avec le ministère de la Famille, nous avons travaillé sur des méthodologies quantitatives et qualitatives. Et donc, on va vous présenter ici les résultats de l'aspect plutôt qualitatif de l'étude. Alors, c'est intéressant d'avoir ces 2 approches parce que l'aspect quantitatif va plutôt effectivement faire une photographie, un instantané des opinions de la population du Luxembourg sur les formes de racisme, sur les opinions. L'aspect qualitatif, c'est une démarche différente. On est plus dans une démarche de comprendre le pourquoi
on est dans cette photographie-là. Donc effectivement, c'est en rencontrant des experts ou des structures qui sont témoins de racisme et de discrimination, et puis des victimes, qu'on est en mesure de comprendre le phénomène. Pas simplement d'en faire une photographie, mais de comprendre aussi l'aspect dynamique social et psychosocial. Voilà, donc en termes de méthode, assez rapidement, donc on a rencontré 67 structures privées et publiques en 2021. C'est des acteurs de différents domaines, soit des acteurs qui ont une vue assez transversale du phénomène, je pense à des médiateurs par exemple, ou à ce qu'on appelle l'Ombudsfra, mais aussi des acteurs un peu plus thématiques dans le domaine de la police, de la justice, de l'enseignement, du logement, de l'emploi, du secteur social, du monde associatif. 67 structures, vous voyez des exemples ici à droite pour ceux qui les connaissent. Dans le logement par exemple, l'agence immobilière sociale, la chambre immobilière, des agences privées. Voilà, on a rencontré ce genre de structures qui sont des fois en lien direct avec le racisme, parce que c'est le rôle, le racisme ou les discriminations, comme par exemple le Centre pour l'égalité de traitement, mais beaucoup de structures qui ne sont pas, dont ce n'est pas finalement le business de lutter contre le racisme et les discriminations, mais qui y sont confrontées de manière beaucoup plus indirecte. Donc ce sont des entretiens que nous avons réalisés avec 139 personnes, avec un guide d'entretien qui était identique, qui constituera d'ailleurs la structure de la présentation, c'est-à-dire qu'on a essayé de comprendre quelle est un peu la thématisation du racisme dans ces structures. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'elles sont confrontées avec ce phénomène? Comment elles apprécient l'évolution du phénomène et son ampleur? Ensuite, à quel type de forme de racisme et de discrimination sont-elles confrontées? Et puis on a travaillé un peu le profil et les stratégies des victimes de racisme et de discrimination. Finalement, on leur a aussi demandé quels étaient leurs besoins en termes de structure et aussi les recommandations. Donc tout ça est compilé dans un rapport beaucoup plus étoffé que la présentation que je vais vous proposer ici. Donc ce sont des entretiens qui duraient entre 1h30 et 2h. S'ajoute à cet aspect qualitatif également une analyse légale et institutionnelle. On a voulu savoir où en était le droit, et que faisaient les institutions en termes de soft law, puisqu'il n'y a pas que les directives européennes et puis le droit luxembourgeois, mais il y a aussi une série, par exemple les conventions collectives du droit du travail sont aussi là pour protéger les individus. Et donc on a analysé un peu cet aspect légal ou paralégal. Voilà, première thématique, la compréhension du racisme et la mesure du phénomène. On observe que dans beaucoup de structures, on ne parle pas nécessairement de racisme, on a du mal à le définir, c'est quelque chose dont on ne parle pas en interne, on ne le thématise pas non plus, sauf exception. Donc il n'y a pas de stratégie qui en découle, vu qu'on n'en parle pas trop. C'est souvent du learning by doing, quand quelqu'un arrive et qu'il prétend être victime de racisme, à l'école par exemple. Ce ne sont pas des structures expertes sur les questions du racisme, mais qui les accueillent, mais souvent dont l'objectif est différent, et le racisme vient par la suite. Sauf exception, je le disais, puisqu'effectivement, il y a quand même des structures qui ont bien thématisé cette question du racisme. C'est notamment plutôt les structures sociales et les structures de défense des publics racisés qui ont vraiment développé la thématique et qui ont une vue assez experte, sociopolitique, voire parfois juridique aussi, du racisme. Dans les évaluations et les perceptions des situations, on voit aussi deux formes de perceptions différentes. D'abord, des situations sont perçues très souvent comme des difficultés de compréhension et de communication, où le racisme est parfois un alibi, pas tout le temps, mais parfois un alibi. Et on observe plutôt des évaluations de ce type-là dans les structures plutôt de type administrative. Et puis, encore une fois, dans le secteur social ou de défense des publics racisés, les mêmes faits ou des faits similaires sont perçus parfois, et là plus directement, comme des actes de racisme et de discrimination, avant d'être des difficultés de compréhension. Côté mesure du phénomène, alors on a essayé là aussi de trouver des statistiques auprès de toutes les structures qu'on a rencontrées. Le constat, c'est qu'il y a peu de données récoltées, voire pas du tout dans beaucoup de structures. Très souvent, elles ne sont pas harmonisées, et très souvent aussi, elles ne sont pas ventilées par type de discrimination. On va regrouper des discriminations raciales ou ethniques, discriminations supposées, supposément raciales ou ethniques, avec des discriminations sur l'origine sexuelle, sur la religion ou sur l'âge ou sur le handicap. Et donc effectivement, on a du mal à mesurer à l'intérieur de
de cet aspect-là, quelle est vraiment l'ampleur du phénomène des discriminations ethniques ou raciales. Voilà, l'évolution du phénomène. La plupart des structures, des personnes expertes rencontrées nous disent quand même qu'il y a un niveau aujourd'hui de conscience plus important du racisme qu'il n'y en avait auparavant. Il y a des formes de racisme qui ont diminué, c'est, on va dire, le racisme direct, hein, le racisme violent et direct, le racisme de rue, on va dire, quotidien, remplacé par des formes d'expression beaucoup plus implicites, inconscientes parfois, ou sournoises, et des formes comme l'assignation raciale, les biais cognitifs de stéréotypes et beaucoup de microagressions quotidiennes. Il y a aussi beaucoup de différences entre générations en termes en tout cas de perception des évolutions du phénomène. On voit que les générations d'aujourd'hui ont une compréhension du phénomène beaucoup plus large que seulement la partie visible du racisme qu'on avait peut-être il y a 20 ou 30 ans. L'évolution, elle se fait, vous vous en doutez, selon les événements internationaux, le terrorisme, l'islamisme radical, un phénomène international. Le Luxembourg n'est pas épargné, donc effectivement, ces frontières sont ouvertes. Il importe de la main-d'œuvre étrangère, et par cette main-d'œuvre étrangère, il y a aussi autant des auteurs et des victimes potentielles de racisme qui se retrouvent aussi sur le territoire du Luxembourg pendant la journée. Voilà, on a aussi demandé quelles étaient les formes de racisme qui étaient les plus présentes dans les différentes structures rencontrées. Le constat, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de formes différentes. Encore une fois, je reprends l'analogie de l'iceberg, parce qu'effectivement, c'est ce qui marche le mieux pour comprendre le racisme. On a parfois une vision très limitée du racisme en ne regardant que la pointe de l'iceberg, mais les fondements du racisme, c'est effectivement la partie immergée du racisme qui représente les 9/10 du phénomène. Et donc, ça nous amène à dire qu'effectivement, le racisme est protéiforme, c'est un continuum qui va crescendo, mais ça, M. Bourguignon en parlera tout à l'heure, donc d'une catégorisation un peu inconsciente jusqu'à un préjugé, jusqu'à la formation d'un exogroupe, les autres, et d'un endogroupe, c'est nous, donc on est dans ce phénomène du nous et les autres, jusqu'à des actes qui sont parfois plus visibles et plus intentionnels et plus violents aussi. Voilà, parmi les formes plus visibles, je le disais, le racisme idéologique et direct dans l'espace public a diminué. C'est d'ailleurs aussi le constat de l'étude du LISER. Cette question a été posée. Pensez-vous à l'existence des races ? Et on est autour de 4%, 3 ou 4% de personnes qui pensent qu'effectivement, il y a encore des races qui existent, ce qui est aussi un taux plus faible que les pays, quand on pose cette question aux pays frontaliers. Voilà. C'est aussi un constat qu'on fait dans l'étude qualitative. Par contre, vous l'avez signalé, dans les formes de racisme dont on parlait plus, c'est le hate speech. Effectivement, ça arrivait dans les réponses du Mentimeter, et c'est aussi ce qu'on a observé dans les entretiens, c'est le discours haineux, avec ce phénomène d'influenceur qui a un discours un peu policé, mais dont il sait très bien qu'avec un discours policé, il peut allumer une mèche, et derrière cette mèche, il va y avoir vraiment... comme le disent les experts du hate speech, un shitstorm avec plein de haters, donc qui vont vraiment développer un discours haineux en boucle. Donc beaucoup de formes plus invisibles, et vous l'avez dit là aussi, beaucoup plus de micro-agressions, ce qu'on a appelé là un racisme sournois, voilé, soft, où il n'y a pas nécessairement une preuve, beaucoup de micro-agressions quotidiennes, pas forcément basées sur une idéologie raciale, mais sur beaucoup de stéréotypes, ou la peur, ou la non-connaissance. Aussi des comportements intériorisés sur base de stéréotypes et assez automatiques, des comportements assez automatiques qui amènent à ramener l'autre à son origine, c'est ce qu'on appelle l'assignation raciale. De la discrimination indirecte aussi, c'est le fait que certaines structures, certaines administrations ont des procédures qui peuvent conduire effectivement à des formes de racisme, de discrimination indirecte ou systémique. C'est notamment le cas à l'emploi, lorsqu'effectivement il y a plusieurs formes de racisme qui s'accumulent pour viser un certain type de public. Voilà, alors on a observé quelles étaient les formes de racisme par domaine. Donc, vous l'avez vu, on a rencontré des acteurs de domaines différents. Il y a des points communs, je vais le faire assez vite. Il y a beaucoup, encore une fois là aussi, d'interprétations qui sont différentes dans chacun des domaines, où certaines structures
nous disent mais finalement on ne pense pas que c'est du racisme, c'est plutôt un souci de communication. Et les défenseurs des publics racisés nous disent pas du tout, on pense au contraire qu'il y a là des stéréotypes qui sont activés pour discriminer certaines personnes. Donc vraiment des grosses divergences d'évaluation des situations, ce qui rejoint là aussi encore une fois cette analogie de l'iceberg. Ça existe dans tous les domaines de la société, donc travail, même s'il y a des domaines qui sont plus confrontés que d'autres. Et ça rejoint aussi l'étude du LISER, quand on demande quels sont les domaines où la discrimination et le racisme sont les plus prégnants. On pense au travail, on pense au logement et on pense à l'école, à l'éducation. Et un peu aussi au hate speech, même si le hate speech, en fait, peut regrouper chacun de ces domaines. Voilà, et ça implique des configurations complexes d'acteurs, même au sein d'une école, on va le voir. Je vais rapidement passer en revue quelques domaines importants qu'on a relevés avec des spécificités. Premier domaine, l'emploi. Effectivement, vous le savez, l'emploi au Luxembourg, certains secteurs sont vraiment segmentés. La construction, le nettoyage, le domaine informatique aussi. Donc on observe une certaine déjà ethnostratification du marché de l'emploi et ça favorise aussi un peu cette dynamique nous et les autres. Parce qu'effectivement, quand on se retrouve dans le domaine de la construction, pour être un peu caricatural, et qu'on n'est pas lusophone, c'est effectivement beaucoup plus compliqué de s'intégrer. Et les personnes qu'on a rencontrées nous ont témoigné effectivement de mise à l'écart de groupes dans certains domaines où la population a une certaine origine, culture ou langue. Ce qui est intéressant à l'emploi, mais aussi dans le logement, c'est qu'il y a aussi un filtrage invisible par des corps intermédiaires. C'est le fait qu'en interne, par exemple, d'une entreprise, un responsable du personnel, d'une petite ou d'une grande entreprise, est amené lui-même à filtrer certains profils, parce qu'il sait très bien que même si ce profil correspond à l'offre d'emploi, il ne sera pas recruté parce que le patron refusera ce type de profil. Et donc, tout ça, ce phénomène du corps intermédiaire participe lui aussi complètement à l'invisibilité du phénomène, parce qu'à aucun moment, la personne n'est au courant qu'elle n'a pas été choisie en raison de son origine. C'est le cas aussi, par exemple, quand, dans le domaine, par exemple, du nettoyage, un client, privé, famille ou une entreprise, dit à la société intérimaire ou à la société de nettoyage, je n'aimerais autant ne pas avoir de personnes de couleur. Et effectivement, les personnes qu'on a rencontrées nous disent, effectivement, nous devons, à ce moment-là, soit sensibiliser la structure, soit effectivement filtrer nous-mêmes et orienter les personnes de couleur vers d'autres patrons. Voilà, à l'emploi, il y a aussi le recrutement par filière parallèle qui conduit, comme pour l'ethnostratification, à une forme d'uniformisation du personnel. On recrute dans les mêmes écoles, je parle plutôt de personnel qualifié là, on recrute dans les mêmes écoles, parfois dans les mêmes quartiers, parfois dans les mêmes villes, parfois entre copains, parfois au sein de la famille. Et donc effectivement, se développe un sentiment de discrimination parce qu'il y a une inégalité d'accès à certaines professions parce que je ne fais pas partie du réseau ou de l'école dans laquelle on recrute. En termes d'éducation, là aussi, le racisme s'effectue entre différents publics, enfants, enseignants et élèves, enseignants et parents. On sait qu'il y a une dévalorisation de certaines catégories d'enfants, c'est l'étude PISA qui le dit, en fonction de deux facteurs essentiels, l'origine socio-économique et le statut migratoire et culturel, et donc la langue parlée à la maison. Que cette inégalité, c'est surtout le cas lors de l'orientation scolaire. Et ensuite, on nous dit aussi qu'il y a des risques de biais cognitifs et de préjugés, soit de manière explicite, puisqu'on nous relate des faits de violence verbale ou d'expressions très dures de stéréotypes envers certains groupes de personnes de couleur, soit de manière beaucoup plus inconsciente. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, c'est le fait effectivement de favoriser inconsciemment ou de stimuler inconsciemment plutôt un certain groupe parce qu'on pense qu'il a plus de capacité qu'un autre groupe. Dans le logement, ce qui joue beaucoup, c'est la tension, vous la connaissez, la tension très importante entre l'offre et la demande, tension sur les prix, mais aussi tension entre offreurs et demandeurs, où celui qui est propriétaire peut effectivement, dans la situation de l'offre et de la demande aujourd'hui, filtrer et choisir des profils de personnes qui correspondent à ce qu'il souhaite.
Et là aussi, on observe, comme dans le travail, des formes aussi de corps intermédiaires, donc des agences immobilières, petites ou grandes, qui reçoivent aussi ce qu'on appelle des injonctions à discriminer. De dire, mais moi j'aimerais bien un locataire, mais je voudrais quand même qu'il ait un profil qui ne soit pas celui que je cite ici, c'est-à-dire un profil un peu intersectionnel, plutôt pas de personne de couleur, plutôt pas une femme, et plutôt pas une femme monoparentale. Voilà. Et donc dans ce secteur-là, on a cet aspect vraiment intersectionnel où différentes caractéristiques socio-économiques ou culturelles peuvent vraiment rendre l'accès au marché du logement beaucoup plus difficile. Administration, santé, services sociaux, on observe aussi que l'accueil n'est pas toujours bienveillant, qu'il y a aussi des biais de stéréotypes et de préjugés. On pense que certaines catégories de profils veulent profiter du système social. On cite par exemple les réfugiés, les Portugais. Qu'il y a là aussi un filtrage avant d'arriver au médiateur, filtrage encore une fois qui contribue aussi à l'invisibilité. Donc il y a des médiateurs, il y a des ombudsman, notamment dans le domaine de la santé, mais on nous dit, avant qu'une plainte pour racisme ou discrimination arrive chez nous, très souvent c'est réglé à l'étage, avec le médecin, avec l'infirmière, et ça n'arrive même pas au bureau des plaintes de l'hôpital, qui pourrait lui relayer vers le médiateur santé. Et donc il y a un système de filtrage qui fait que tout ça n'est pas visible. Police, autorité judiciaire, la police nous dit qu'elle est effectivement témoin, elle vit ce racisme de manière diversifiée. Elle peut être témoin de racisme, un conflit de voisinage qui trouve son origine dans autre chose que le phénomène raciste, mais dont les insultes racistes peuvent surgir parce que quelqu'un, je veux dire, a fait un barbecue ou n'a pas sorti ses poubelles ou s'est garé là où il ne pouvait pas. Et donc les insultes racistes surviennent souvent en fait en aval du véritable problème. Il y a aussi le réflexe d'appeler la police dès qu'il y a un rassemblement de personnes noires dans le quartier de la Gare. Donc là aussi, au sein des habitants, il y a ce stéréotype qui joue. Mais la police peut également être auteur de discrimination parce qu'il y a le piège, par exemple aussi dans le quartier de la Gare, ce piège du profilage racial. La police et les autorités judiciaires sont aussi responsables pour tout ce qui est discours de haine. Je le disais surtout sur les réseaux sociaux, mais j'en ai déjà parlé effectivement, où dans ce domaine-là, le discours est beaucoup plus incontrôlable que lorsqu'il y a de la modération dans des sites qui sont vraiment gérés par des médias, par RTL ou par la presse, qui elles peuvent vraiment modérer leur site. Mais lorsque leur article est relayé sur Facebook, par exemple, là au contraire, c'est le déchaînement et elles ont beaucoup plus de difficultés à modérer les chats. Les stéréotypes, ce qu'on nous a dit, c'est que les clichés et les stéréotypes dont on parle beaucoup au Luxembourg, ils viennent du contexte géopolitique, on en a déjà parlé, mais aussi de l'histoire du Luxembourg, l'histoire coloniale du Luxembourg, mais aussi l'histoire des pays européens. Encore une fois, le Luxembourg a participé à une colonie, mais toute cette histoire coloniale européenne, du Portugal notamment, de la Belgique, de la France, elle est aussi importée. Et donc, ça participe aux différents stéréotypes qui sont cités ici, comme la paresse de l'afrodescendant, la soumission de la femme musulmane, du fait que les réfugiés profitent de l'État. Les groupes les plus cités parmi les témoignages qu'on a eus rejoignent là aussi les résultats du LISER, c'est-à-dire qu'on prend les afrodescendants, les arabo-musulmans, les Portugais, un peu moins souvent les Balkans et la communauté juive. Ce qui est intéressant, c'est que le LISER cite une catégorie qui, chez nous, a été beaucoup moins souvent citée, c'est la catégorie Rome, Tzigane, mais qui n'apparaît beaucoup moins dans nos entretiens. Et encore une fois, dans les profils cités, se joue vraiment l'intersectionnalité, c'est-à-dire le phénotype, la couleur de peau, l'aspect du visage, l'aspect du corps, le genre, la catégorie socio-économique, et encore une fois, la culture et la langue, qui peut là aussi jouer beaucoup sur la discrimination. Et la langue est un élément transversal assez spécifique au Luxembourg, puisqu'effectivement,
on a cet aspect, ce rapport de force, ce rapport de pouvoir, ce rapport nous et les autres qui peut se jouer au Luxembourg, avec le luxembourgeois, mais aussi avec d'autres langues comme le portugais, et qui peut être là aussi un vecteur de mise à l'écart. Voilà, je conclurai là-dessus. Les stratégies les plus citées, ben écoutez, le Mentimeter qui vous a proposé, vous les avez classées dans l'ordre. Effectivement, c'est aussi ce qui nous est révélé, mais c'était vraiment très flagrant. Garder le silence pour rester invisible, c'est de manière presque unanime la seule stratégie. Les deux autres stratégies interviennent vraiment à minima, mais celle de l'invisibilité, du silence, le fait d'enlever le voile, le fait de changer de nom, le fait de se dire je ne m'appelle pas Joao, mais je m'appelle Jean, de trouver toutes ces stratégies pour se rendre invisible, de mentir aussi sur son origine quand c'est possible, c'est vraiment la première stratégie. L'autre, effectivement, c'est fuir, donc c'est renoncer. Ça peut être quitter un emploi, ça peut être se dire mais si on ne m'accepte pas, si je ne peux pas être intégré, je me replie sur ma communauté. Ça peut être aussi le fait de déplacer une entreprise en interne d'une entreprise, donc de dire, ben voilà, la personne de couleur, on sent que le client ne l'aime pas trop à cet endroit-là, donc on va la déplacer. C'est une forme de fuite, alors c'est une fuite obligée, parce qu'elle est imposée. Ça peut être aussi le fait de quitter l'enseignement public lorsqu'on sent qu'on est discriminé lors de l'orientation scolaire pour se retrouver soit dans l'enseignement privé, soit dans l'enseignement à l'étranger. Et oser s'exprimer, effectivement, c'est la stratégie la moins citée, et elle n'est utilisée que pour les personnes qui sont vraiment au bout du rouleau et dont elles savent que de toute façon, les conséquences sur le fait de s'exprimer seront assez faibles. Voilà, encore une fois, en conclusion, c'est l'analogie de l'iceberg, c'est l'invisibilité, peu de outing, réticence générale à porter plainte, problématique de la preuve, très souvent on est dans des zones d'ombre, on est accusation contre accusation, on a peu de données pour mesurer l'aspect visible ou invisible de l'iceberg, et puis encore une fois il y a un filtrage, soit par inconscience que le phénomène est raciste ou discriminatoire, soit par déni, soit parce qu'il y a injonction à discriminer et donc invisibilité, soit parce qu'il y a un contrôle social important de sa propre communauté. Très souvent, on nous a dit que la famille elle-même, la première génération, enjoint un peu la deuxième et la troisième génération à se taire, parce qu'elle dit on est ici pour travailler, on n'est pas ici pour se plaindre, et on n'a pas envie que tu fasses du bruit. Et puis aussi la taille du Luxembourg, le fait que le Luxembourg manque d'anonymat, peut aussi porter à conséquence, parce que le fait de porter plainte contre un patron dans le secteur, par exemple, du nettoyage, ça peut fermer d'autres portes, parce qu'effectivement, les patrons se connaissent, les entreprises se connaissent, et donc il y a vraiment une peur de l'anonymat. Dernière chose, et je conclue là-dessus, c'est les structures d'aide sont aussi peu connues, très peu connues par les victimes ou les groupes racisés. Elles sont peu connues, mais surtout, il y a un éloignement parfois assez symbolique de ces structures. On sait qu'elles existent parfois, mais symboliquement ou culturellement, elles sont assez éloignées des groupes racisés. Voilà. Je termine là-dessus. Merci beaucoup. Je vous rappelle que ces présentations... que toutes ces présentations sont bien sûr accessibles sur le site du ministère de l'Intégration et de la Famille. Donc nous allons continuer immédiatement avec Monsieur David Bourguignon. Lui, il va plus particulièrement nous parler des processus psychologiques à l'origine de la discrimination et des difficultés rencontrées par les victimes de discrimination pour en fait s'opposer à ces comportements. Il va un peu plus nous présenter les notions de processus de catégorisation de stéréotypes et de préjugés, et également parler un peu de la perspective des victimes de discrimination. Et finalement, il va nous parler aussi d'une série de freins qui sont à l'œuvre, qui entravent finalement les démarches visant à dénoncer ces discriminations. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur David Bourguignon. Je vous rappelle qu'après les 3 interventions, bien sûr, vous aurez la parole. Donc, notez vos questions. Vous aurez largement la parole. Merci. Ok, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter et finalement quelque chose sur lequel je travaille depuis plus de 20 ans, grâce à des mentors et des collègues qui m'ont vraiment incité à m'intéresser à toutes ces questions de discrimination, mais aussi de difficultés à les dénoncer.
Alors, il y a plus ou moins 10 ans, Jacques-Philippe Leyens, qui était un professeur de Louvain-la-Neuve, mais de renommée internationale sur les questions de stéréotypes, de préjugés et de discrimination, a sorti un livre. Son titre, c'était « Sommes-nous tous racistes ?» La réponse est oui. Malheureusement, nous sommes tous racistes à notre manière. Et je vais essayer de commencer par vous montrer cela et de vous dire que, ben oui, c'est des processus humains. Et ces processus humains, mais ils créent des inégalités. Et face à ces inégalités, c'est ça un petit peu la difficulté, c'est qu'on a tendance à ne pas les dénoncer et qu'il est extrêmement difficile, quand on est victime de discrimination, justement de les confronter. Donc c'est un petit peu de cela que je vais vous parler. Alors, moi je suis psychologue social, donc je vais inscrire ma présentation dans ma discipline. Et dans ma discipline, on a donné cette définition-là à la discrimination. Hein, la discrimination, ça serait un comportement négatif dirigé contre des membres d'un exogroupe à l'endroit duquel nous entretenons des préjugés. Alors, c'est important ça parce que quand on maîtrise bien les concepts, on délimite un peu plus les choses. La discrimination, pour moi, premièrement, c'est un comportement. Ce n'est pas j'aime ou j'aime pas, c'est un comportement. Je vous évite, je ne vous engage pas, je ne vous loue pas mon bien, je ne vous dis pas bonjour, je vous évite. C'est tout ce qui est de la sphère comportementale. Un comportement injuste, illégitime, immérité. Ce n'est pas normal. À l'encontre d'un individu, non pas parce qu'il est un individu, mais parce qu'il appartient à un groupe social spécifique. C'est parce que c'est un membre d'un groupe. Et ça, c'est aussi important parce que c'est la distinction entre harcèlement et discrimination. La discrimination, c'est envers un individu en raison de son appartenance à un groupe. Le harcèlement, c'est parce que c'est vous. Et je vous assure que quand c'est vous, c'est encore plus destructeur. Alors, d'où ça vient ? Mais la discrimination vient ce qu'on appelle d'un processus cognitif de base. La catégorisation. La catégorisation, c'est quelque chose que nous faisons tous, tout le temps. Le monde est très complexe. En fait, on est dans des nuances de gris continuellement. Et pour simplifier notre environnement, qu'est-ce qu'on fait ? On dit c'est blanc ou c'est noir. Et dans notre vie de tous les jours, mais on dichotomise, on simplifie les choses, blanc, noir, à tout niveau. C'est une chaise, c'est un bureau, c'est une table, c'est une voiture, c'est un Africain, c'est un Asiatique. Et ce processus de catégorisation, c'est un processus en deux temps. À la fois, on accentue les différences entre les catégories. Les Africains sont très différents des Asiatiques. Et à la fois, on minimise les différences au sein des catégories. Tous les Africains se ressemblent, tous les Asiatiques se ressemblent. J'ai dit une énorme connerie et personne ne réagit. Vous avez l'impression que les Africains et les Asiatiques pensez à des hindous. Mais c'est plus simple dans notre environnement de mettre les gens et de mettre notre univers social dans des boîtes. Et ces boîtes, ça nous permet de fonctionner plus facilement. Donc, on est bombardé quotidiennement de trop d'informations. Face à cela, on doit simplifier, on utilise la catégorisation. Et quand vous faites un déménagement, vous mettez les choses dans les boîtes et qu'est-ce que vous faites après ? Vous mettez des étiquettes. Mais nous, on fait la même chose. Une fois qu'on a mis les gens dans les boîtes, on utilise des stéréotypes. Eux, ils sont comme ça. Eux, comme ceci. Et ainsi de suite. Les stéréotypes, c'est finalement des informations
pas toujours erroné, hein, souvent correct, mais simplifié, sur des traits de personnalité, des comportements. Hein. Toutes les femmes aiment les enfants. Ben, je veux bien vous présenter ma voisine, elle déteste ça. À nouveau, hein, c'est simplifié. Mais ça nous permet, à nouveau, d'être assez efficaces. Et certains nous disent qu'un monde sans stéréotypes, ça serait un appauvrissement de nos relations sociales. Hein. On a besoin des stéréotypes pour fonctionner, sauf que c'est des erreurs. Voilà, on a bien mis les gens dans les boîtes, on a mis les étiquettes, et quand on a mis des étiquettes sur « Ouh, lui, méfiez-vous hein, », ben, voilà, vous allez développer ce qu'on appelle des préjugés. J'aime pas. Vous voyez ce petit côté affectif, ce malaise ou ce haut le cœur hein, qui fait que vous n'aimez pas et qui fait qu'après, vous discriminez. Et ça, c'est véritablement un schéma, hein, une sorte d'autoroute que vous et moi, on utilise continuellement. Et dans notre vie de tous les jours, on le fait. Alors, ça va changer un petit peu. Hein, certains sont très prompts à discriminer des groupes ethniques. D'autres, ça sera des minorités sexuelles. D'autres encore, ben, ce sera les policiers ou les politiciens. Mais on a tous nos cibles. Et une fois que ça s'enclenche, on utilise cette route et on discrimine. Sachant que ce lien entre préjugés et discrimination, et c'est ça qui nous intéresse, c'est que, voilà, on aimerait bien qu'à certains moments, ben, les gens ne concrétisent pas par des comportements leurs préjugés. Ben, on a moyen de l'enrayer. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Alors, déjà, première chose, il faut savoir qu'on n'aime pas paraître discriminant. À part Trump, mais... et même si on voit un petit peu une évolution depuis quelques années d'une sorte de racisme, d'un retour, d'un revival du racisme primaire, mais les gens n'aiment pas ça. Qui a envie de se dire fan de Trump ici ? Non, je ne vois pas beaucoup d'amateurs. Voilà. Et donc, déjà, pour notre bonne image, on n'aime pas trop montrer cela. Mais il y a heureusement d'autres choses qui vont faire en sorte que nous n'allons pas exprimer nos préjugés à travers de la discrimination. C'est la loi. Ça freine. Mais c'est surtout, mais toutes les politiques, rappeler les normes, rappeler les principes hein, de vie ensemble. Quand on parle de diversité, hein, mais on rappelle que les préjugés, ça ne s'exprime pas. Et on sait que lorsqu'on active la diversité, par exemple, mais les gens sont moins prompts à exprimer leurs préjugés à travers de la discrimination. Alors, avec aussi, hein, comme je viens de vous dire, un problème de plus en plus... Alors, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est une amélioration ? Je dirais que c'est vraiment quelque chose, une arme à double tranchant. En effet, on n'exprime plus notre discrimination, nos préjugés comme on l'exprimait avant. On est beaucoup plus subtil. C'est pour ça qu'on parle d'invisibilité. C'est que Trump, voilà, il attire certains, mais tout le monde n'est pas d'accord, heureusement. Et on voit qu'il y a une sorte d'évolution de la discrimination et qu'elle prend des nouveaux visages. Alors, il y a plusieurs théories là-dessus. Le racisme symbolique nous dirait tout simplement que Marine Le Pen, vous pensez qu'elle n'a pas de préjugés, vous ? Parce qu'elle ne discrimine plus beaucoup. Hein. Elle a même parmi ses... Oui, c'est relatif, on est d'accord. Mais Jean-Marie était bien plus fort. Hein. Il était bien... Là, c'est une énonciation ventriloque. Je suis désolée de vous couper. Marine n'est pas moins grave. Hein. Ah non, elle est plus subtile. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis.
Oui. Mais quand Jean-Marie il rentrait dans la salle, ça faisait déjà le buzz. Hein, oui, tout à fait. Et là, et c'est marrant parce que probablement tout le monde ne le ressent pas de la même façon. Tout le monde ne le ressent pas, et c'est logique. Mais je suis d'accord avec vous que quand vous analysez et quand vous avez le décodeur, mais c'est évident. Maintenant, voilà, l'expression, en tout cas, elle a un petit peu évolué, tout simplement, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a cette désirabilité sociale et qu'on cache finalement nos préjugés. D'autres sont un petit peu plus gentils, j'ai envie de dire, et nous diraient que c'est suivant les circonstances. C'est-à-dire que quand on va en boîte de nuit, hein, avoir un copain LGBT, avoir un copain d'origine africaine, c'est bien, ça met l'ambiance. Dès qu'on parle du mariage, dès qu'on parle d'affaires, dès qu'on parle d'argent, dès qu'on parle de logement, hors de question. Et donc, il y a des études qui montrent que dans certains domaines, on est hyper ouvert, hyper sur l'interculturalité, mais pas dans d'autres. D'autres encore nous montrent que ça dépend des situations. Quand on est à l'aise, quand on est repu en quelque sorte, quand tout va bien, on est moins discriminant. Mais dès qu'on a peur, un petit attentat, hop, c'est reparti. Une menace économique, c'est reparti. On l'a bien vu avec la Grèce. Hein. Les tensions financières étaient là, on retournait vers les anciens mécanismes. Et peut-être le plus réel, le racisme aversif, c'est que beaucoup de gens se mentent à eux-mêmes en quelque sorte. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont progressistes. Et je pense que dans beaucoup de situations, ils le sont réellement. Mais quand ils peuvent garder la tête haute, la tête où ils pensent qu'ils n'ont pas de préjugés, qu'ils sont bien pensants et qu'ils peuvent néanmoins discriminer, ils le font. Et probablement que les différentes formes de discrimination, elles sont un peu dans tout ça. Mais ce qu'on sait, c'est que la discrimination, elle prend des visages différents, beaucoup plus subtils, avec parfois beaucoup plus de difficultés pour la reconnaître. Et c'est là que je vais continuer, hein, cette difficulté à reconnaître la discrimination. Et quand je dis cela, il faut savoir que quand j'évoque chez vous le mot discrimination, mais vous avez en quelque sorte des stéréotypes sur ce qu'est la discrimination. Et on sait, par exemple, que certains types de discrimination, le racisme, le sexisme, sont beaucoup plus accessibles pour vous. C'est, en quelque sorte, le stéréotype ou les stéréotypes de ce qu'est la discrimination. Est-ce qu'on vous parle souvent de la discrimination des pas beaux, des obèses, des pauvres, des gens qui... Et il y en a toute une kyrielle d'autres discriminations que vous n'avez même pas à l'esprit et que, bien entendu, les gens eux-mêmes n'ont même pas à l'esprit. J'ai travaillé beaucoup sur la discrimination des chômeurs. Beaucoup de chômeurs n'utilisent pas ce terme. Ils ne savent même pas qu'ils sont discriminés. Et pourtant, quand on regarde les faits, oui, ils le sont. Et puis, il y a des discriminations qu'on considère comme normales, légitimes, alors que je vous ai quand même dit que la discrimination, c'était quand même pas normal. Mais il y a des discriminations qu'on trouve normales. Quand un médecin dit à une personne obèse, il est temps que vous maigrissiez, faut faire des exercices. Écoutez, monsieur le médecin, vous venez de me dire que c'était héréditaire. Est-ce que c'est normal que... Vous voyez, il y a des choses qu'on légitime. Et puis, il y a des discriminations qu'on repère aussi plus facilement. Quand il s'agit d'un acte, d'un exogroupe vis-à-vis de deux groupes différents, d'un nom de groupe exogroupe.
Hein, la discrimination, c'est d'un homme vis-à-vis d'une femme, d'une personne d'origine africaine vis-à-vis d'une personne blanche vis-à-vis d'une personne d'origine africaine. Vous voyez? Mais il y a plein de discriminations intra-groupes ou intra-Afrique. Hein. Et ça aussi, ça perturbe nos perceptions. Et puis, il y a aussi cette idée que, en fait, c'est souvent les forts qui discriminent les plus faibles. Ça va de tous les côtés, hein, la discrimination. On pourra en reparler après, mais en effet, il y a plein de gens qui sont des migrants qui discriminent des luxembourgeois. Ça va de tous les côtés. Ce n'est pas une particularité propre à un groupe. Mais à nouveau, ça complexifie le fait qu'à certains moments, on va mettre le label discrimination. Alors, voilà, donc déjà on se rend compte qu'il y a des moments où on va avoir des difficultés à mettre le mot discrimination sur des comportements injustes. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il quand une victime est confrontée à un fait de discrimination qui ne fait aucun doute? Voilà, c'est clair, c'est évident, c'est Trump qui vient de... est-ce que vous allez dénoncer ou pas ce type de comportement? Et là, je vais mobiliser une étude de Suim et mes collègues qui illustre très bien la complexité du phénomène. Suim et mes collègues, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont rassemblé des étudiants, des hommes et des femmes, autour d'une table. Et autour de cette table, il y avait un comparse. Un gars à qui on a dit: toi, tu vas commencer, tu vas commencer la discussion, et puis à un moment, tu ne vas pas arrêter de donner des propos sexistes clairs, évidents, grossiers, lourds, et on va voir un peu ce que vont faire les autres. Les jeunes femmes qui sont là, et les autres. Ben, dans la majorité des cas, il ne s'est rien passé. Dans la majorité des cas, ce qui renvoie véritablement à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les gens se taisent. Les gens laissaient cette personne réagir. Et pourtant, on sait très bien, parce qu'après on leur a demandé, mais tiens, qu'est-ce que vous pensiez de ce gars-là? La majorité d'entre elles, 91%, 91% disaient, mais j'aime pas ce gars-là. Oui, la majorité disait, oui, c'est un sexiste. Et donc, bien qu'on reconnaissait le fait, bien qu'on savait bien le problème, on n'avait pas tendance à réagir. Alors pourquoi? Et à nouveau, il y a des chercheurs qui se sont posés la question, pourquoi? Et ils ont commencé à réfléchir en se disant, mais il y a probablement deux raisons. Deux raisons qui vont faire qu'à un moment, vous allez déposer plainte. Premièrement, il faut être insatisfait de la situation. Deuxièmement, il faut évaluer les coûts et les bénéfices quand à porter plainte. Et l'insatisfaction, ça serait le premier ingrédient. C'est vraiment cet écart entre la manière dont vous attendiez un petit peu d'être traité et ce que vous avez reçu. Sauf que le problème, c'est que même si vous êtes très insatisfait, ce n'est pas ça qui va être le plus important dans le fait que vous allez dénoncer la chose. Donc c'est un ingrédient important, mais pas suffisant. Le plus important, c'est les coûts et les bénéfices. Et c'est ce ratio entre coûts et bénéfices. Alors, excusez-moi, l'évaluation des coûts et des bénéfices, sachant que vraiment, il faut que vous soyez insatisfait, mais, et encore, on pourra en parler, mais il faut que les bénéfices surpassent finalement les coûts. Alors, là, ce ratio, il est important. Sachant que dans les bénéfices, qu'est-ce qu'il y a? La première chose, c'est que quand vous dénoncez de la discrimination, vous êtes là en train de dire « Wow, c'est ici le problème. Il y a un problème là, et j'aimerais bien que ça s'arrête, qu'on arrête
de moins bien me payer parce que je suis d'origine africaine, ou de moins bien me... Hein, j'aimerais bien être... Et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on rectifie ces injustices. Ça, c'est la première chose. C'est un côté très individuel. Je veux qu'on répare mon dommage. Mais il y a un autre bénéfice, et qui est bien plus important. C'est qu'il y a un changement collectif. Sans dénonciation, il n'y a pas de changement sociétal. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important qu'il y ait un moment des gens qui descendent dans les rues pour dénoncer les injustices. Pour que, justement, à un moment, on prenne conscience de ces problèmes et qu'à un moment, ensemble, on essaye de trouver des solutions à accorder, à apporter à cette situation. Le problème, c'est, voilà, ça c'est les bénéfices, mais il y a des coûts. Et le premier coût, ça a été aussi évoqué dans le rapport, mais c'est les tracas administratifs. C'est remplir X papiers, c'est remplir... Déjà, quand vous êtes migrant, vous croyez que c'est simple d'aller à l'administration? D'aller voir ces gens qui vous menent... Ils n'ont pas l'air très accueillants, quoi. Autre exemple. Quand vous êtes une femme et vous venez d'être violée, vous entrez dans un commissariat de police, vous avez envie de déblatérer ce que vous avez vécu, de rentrer dans l'intimité et de remplir les papiers et de revivre la situation. Parce que chaque fois que vous l'évoquez, et on va vous demander de la reparler, de la redécrire, avec moult détails. Et chaque fois que vous refaites ça, que vous revivez, que vous recitez, vous revivez la situation. Ça réouvre les plaies. Et bien entendu, ce n'est pas sans conséquence. Et bien entendu, vous avez peur qu'à un moment, ça vous retourne dessus, qu'il y ait des représailles, de la vengeance. Et donc, tout ça va faire que... Et dernière chose, peut-être la plus importante aussi, c'est qu'on n'aime pas les gens qui se plaignent. On ne les aime pas. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que non, les gens qui se plaignent pour discrimination, ouais, il se plaint pour ça, mais en fait, c'est parce qu'il n'est pas bon, quoi. Donc là, c'est quand c'est clair. Le problème, je viens de vous le dire, c'est que de plus en plus, la discrimination, elle n'est pas claire, elle est ambiguë. Et quand c'est ambigu, mais il y a plusieurs possibilités. Et il y a des possibilités qui sont exactes, et il y a des possibilités qui sont erronées. Alors les possibilités exactes, c'est, voilà, j'ai eu un échec, qui était non discriminatoire, et je l'identifie comme tel. C'est non discriminatoire. Ou à l'inverse, j'ai été victime d'une injustice discriminatoire, et je l'identifie comme tel. Mais ce qui est intéressant, c'est les erreurs. Et dans les erreurs, il y en a deux. Soit ce qu'on appelle les fausses alertes, j'ai tendance à voir de la discrimination, alors que je n'ai pas été victime de discrimination. C'est ce qu'on appelle les fausses alertes, l'accentuation, qui montre finalement une sursensibilité à la discrimination. Et il y a un autre phénomène qui est la minimisation, c'est-à-dire je vais faire un échec, un miss, c'est-à-dire que j'ai été victime de discrimination et je ne vais pas le voir, je vais dire non, c'est de ma faute. Et ça a véritablement passionné les psychologues de savoir est-ce qu'on surattribue, est-ce qu'on surutilise ou est-ce qu'on sous-utilise la discrimination? À votre avis? Alors, la première, et c'est pas bête, et ça existe souvent. Moi quand j'en discute avec des étudiants ou j'ai souvent des gens qui me disent ça. Oui, en effet, c'est pratique de dire que j'ai échoué, c'est pas de ma faute, c'est de la faute du prof qui est raciste. J'ai pas eu le job, c'est à cause c'est à cause de l'employeur qui est raciste. C'est pratique. Ça vous permet de garder votre... je suis quand même quelqu'un de bien et tout ça. C'est une excuse.
Et c'est une excuse qui est particulièrement protectrice pour notre santé mentale. Et il y a pas mal d'études qui tendent à montrer que ça peut être une excuse. Et alors, là généralement, il y a plein de gens qui commencent à m'envoyer des tomates quand je dis ça, parce que ce n'est pas très à la mode de dire que... Mais malheureusement, oui, il y en a qui l'utilisent comme excuse. Mais soyons clairs. Bien que ça peut être utilisé par une minorité de gens, la majorité tend à minimiser. Et des auteurs ont commencé à défendre l'idée que, oui, peut-être qu'une toute petite minorité, ceux qui n'ont rien à perdre, ils vont utiliser ça comme excuse. Mais la majorité des gens taisent la discrimination. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Qui a été, parmi vous, mesdames, victime de discrimination sexuelle? J'aimerais bien qu'elles lèvent les mains. Mesdames, vous mentez. Pour celles qui n'ont pas levé les mains, les autres, vous mentez. Ou vous ne vous en rendez pas compte. Autre question. Est-ce que vous pensez, et ça tout le monde peut répondre, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des discriminations envers les femmes ou des inégalités envers les femmes? Lève les mains. Vous voyez les faits. C'est ce qu'on appelle le personal group discrepancy. C'est-à-dire que quand moi je suis victime, ça m'est un petit peu arrivé, excusez-moi à nouveau, mesdames, vous avez toutes été victimes de discrimination, de propos, sauf que vous vous êtes souvent dit, c'est un con. Je passe directement à ça. C'est généralement, on se dit que c'est un con quand c'est moi, mais on sait qu'au niveau général, la discrimination envers les femmes existe. Et pourquoi vous n'évoquez pas la discrimination? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est très agréable à évoquer. C'est quelque chose qui va vous menacer. Ça va menacer différentes choses, qui va faire que, généralement, on a tendance à s'estimer moins victime de discrimination que le reste du groupe. Alors, pourquoi? À nouveau, il y a trois petites choses, et puis j'arrête là. Tout d'abord, c'est qu'on aime bien avoir une image positive de nous-mêmes et de notre groupe. Vous avez envie de faire partie du groupe des gens qui se font frapper dessus et qui... Ben non, ça ne vous fait pas plaisir. Ce n'est pas quelque chose. Et puis, nous tous, nous avons besoin de différentes choses dans notre vie, dont, en tout cas pour bien fonctionner, c'est de croire que nous avons les manettes, le volant de notre voiture, de notre vie. Vous savez arrêter la discrimination quand ça vous arrive? Non. Et ça, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas ne perdre le contrôle sur votre vie. Et quand on parle de discrimination, c'est une expérience de perte de contrôle de votre vie. Et troisièmement, vous avez l'espoir que le monde est juste. Non, le monde n'est pas juste. Mais non, mais c'est normal. Le monde n'est pas juste. Vous croyez que les 2 Polonais qui sont morts, vous trouvez ça juste? Les Syriens qui vivent, vous trouvez ça juste? Il n'y a pas de justice, mais on a besoin de croire que le monde est relativement juste. Voilà, merci. Je pense que vous aurez tous encore l'occasion de poser des questions. Je crois que c'est toujours intéressant d'avoir des débats contradictoires, et j'espère bien qu'ils le seront. Mais on a encore une intervenante. Mais avant, on va tout de même remercier M. Bourguignon pour sa présentation. Mais avant de passer au 3e intervenant, on voulait tout de même vous demander, à travers un Mentimeter, encore une fois, votre avis sur la question. Donc, retournez à vos téléphones portables. En fait, il y a une 3e question que nous aimerions intervenir.
calée avant la troisième présentation, qui est la question: quelles sont les raisons qui expliquent que pour vous, le passage à l'acte chez les auteurs de racisme? Et là, vous pourriez peut-être alors indiquer des mots qui vous semblent donc à l'origine de la raison pour laquelle des personnes passent à l'acte dans des questions de racisme. Donc, si vous voulez bien donner vos réponses, et ils vont s'afficher sur l'écran. Et ça permettra également donc d'inspirer la présentation de Madame Weyer. Donc, voilà. Alors, la peur revient fortement. Je répète, quelles sont les raisons qui expliquent le passage à l'acte chez les auteurs de racisme? La peur reste centrale. Elle reste toujours centrale. Bien. La peur de l'autre. Est-ce que tout le monde a rempli son petit exercice sur Mentimeter? Si oui, je vais passer la parole à Madame Weyer, Karine Weyer. Elle va nous parler un peu plus de la dynamique de la radicalisation, des préjugés quotidiens aux actes de racisme visibles, intentionnels et violents. Et donc, elle va un peu parler de la déstabilisation de l'identité et ce qui peut arriver pour qu'après, ça soit compensé par la radicalisation. Madame Weyer. Merci. Bonjour et d'abord un grand merci au LISER et au CIFIS pour ce travail, l'étude et aussi l'organisation de ces conférences que je trouve vraiment, j'ai participé à la première et aujourd'hui j'ai la possibilité donc d'être ici aussi parce que je crois que par le biais de ces conférences, un débat tellement nécessaire au Luxembourg peut être favorisé. Je vais donc parler, comme vient de le dire Madame Soukhouli, de la dynamique de la radicalisation des préjugés quotidiens aux actes de racisme plus visibles. Et vu que c'était prévu que je commence et on a un peu bouleversé l'ordre de présentation, il y aura quelques doublons avec ce qui vient d'être dit. J'ai repensé pendant toute votre présentation si je vais skipper donc cette partie sur les stéréotypes et je me suis dit que évidemment non, je ne vais pas le faire parce que je trouve que c'est tellement important que moi j'utilise d'autres mots, j'utilise un peu d'autres approches, mais en général je peux souscrire à tout ce qui a été dit, mais on ne peut pas en parler trop à mon avis. Mais permettez-moi d'abord de présenter notre association, donc Respect.lu, Centre contre la radicalisation. On a été créé en 2017 suite aux attentats de Paris et de Bruxelles et sur initiative du gouvernement. On est financé, donc conventionné par le ministère de la Famille. Nous avons différentes missions. 3 missions, la première étant la prévention de la radicalisation. On travaille donc pour que les personnes ne se radicalisent pas et pour que ce soit possible, on travaille pour une société respectueuse, ouverte et diverse. Et dans ce cadre s'inscrit aussi, on décline respect par différentes valeurs et ces valeurs reflètent une société où les personnes ont moins besoin, sont moins tentées par une radicalisation. Et on écrit le R pour résiliation qu'on veut renforcer. Donc si les personnes et les sociétés sont plus résilientes, si l'égalité pour le premier est promue et vécue au sein de nos sociétés, si la solidarité entre nous tous est encouragée, les perspectives, si on en a, si on en trouve, si on en propose, l'empathie qui peut être favorisée et doit être favorisée entre les différentes personnes et les différents groupes de personnes, si on arrive à communiquer ensemble
et si la tolérance est définie, sont dans ce genre de société pour laquelle on travaille, la radicalisation a moins de place ou n'a pas de place du tout. Notre deuxième mission est d'intervenir dans des situations où il y a doute, où des personnes sont en contact, soit privé, soit professionnel, avec des personnes où ils doutent, où ils ont peur que la personne est en train de se radicaliser. Nous, on peut intervenir, aider à faire le tri. Est-ce que c'est de la radicalisation? Est-ce que ce n'est pas de la radicalisation? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, si c'est de la radicalisation, pour que la personne ne continue pas dans la direction de plus de radicalisation. Le troisième volet ou la troisième mission qu'on a, c'est de travailler avec des personnes déjà radicalisées et de les accompagner, de leur tendre la main et de les accompagner pour une déradicalisation, une distanciation des théories ou des idéologies qui, jusqu'à présent, les a menés à poser des actes hors dehors la loi ou au moins aux frontières de la loi. Donc, au sein de Respect.lu, on travaille avec les auteurs de discrimination, avec des personnes qui ont des propos ou des actes racistes, antisémites ou autrement radicaux. Et étant donné qu'il s'agit du côté des auteurs dont je parle ici, je voudrais tout d'abord souligner 3 points essentiels pour notre travail, et je crois aussi pour la discussion. Vouloir comprendre le comportement des auteurs, ce n'est ni d'être d'accord, ni de justifier. Et vouloir comprendre le comportement ne signifie pas le minimiser. Mais comprendre est une condition préalable au changement. Et ainsi, le travail avec les auteurs de violence est toujours aussi de la prévention. L'étude du LISER met en lumière les fondements et la base sur laquelle le processus de radicalisation ont lieu. Les stéréotypes et les préjugés orientent ce processus de radicalisation. Les cibles sont choisies selon les stéréotypes et les préjugés qui préexistent dans la société et qui sont utilisés par les groupes radicaux et qui sont intégrés dans leur idéologie et diffusés par le biais de ces idéologies. Et c'est à ce moment-là qu'il y a ce tournant qui devient dangereux pour la société et pour les individus. L'étude nous a montré aussi que ces stéréotypes et ces préjugés sont largement présents au sein de la population. L'étude n'explique pas, et ce n'était pas son but, comment une idée, aussi fausse qu'elle soit, c'est-à-dire un stéréotype, devient une idée qui guide l'action, c'est-à-dire un préjugé, ou une action, donc une discrimination, des propos haineux sur les réseaux sociaux ou de la violence. Nous travaillons avec les personnes qui ont franchi les limites de la loi ou qui les ont frôlées de très près, très très près. Et avant d'expliquer sur la base de notre expérience comment cela se produit, j'aimerais me pencher encore une fois aujourd'hui sur les aspects normaux, voire positifs des stéréotypes. Moi, je viens plutôt de la psychologie du développement, donc c'est un peu un axe différent, mais qui vient aux mêmes conclusions. La reconnaissance de modèles et la formation de catégories sont essentielles pour la pensée humaine. Essayez de faire le rangement avec un petit enfant qui n'a pas encore formé ces catégories. Mettre toutes les voitures dans une boîte, toutes les petites voitures, tous les nounours dans l'autre et les blocs de construction dans la troisième, ça ne fonctionnera pas. À un moment du développement de l'être humain, l'enfant aura franchi cette étape de développement et s'est catégorisé. Les voitures, les peluches, les blocs de construction et les objets peuvent être rangés dans la bonne boîte.
Ça ne veut pas dire que le rangement devient plus facile avec les enfants, mais au moins il devient possible. Au Luxembourg, dans les crèches, par exemple, on utilise les catégories mentionnées juste avant, mais on pourrait aussi classer par couleur, par taille, par matière. Donc les catégories sont arbitraires. Mais l'enfant doit à un moment donné reconnaître l'essence pour pouvoir classer. Il doit former des stéréotypes. Distinguer un chat d'un petit chien n'est pas toujours facile pour les enfants. Mais à un moment donné, c'est possible et ils sont sûrs dans la différenciation. Donc la capacité, la nécessité de former des clastres est donc également appliquée aux êtres humains et ce n'est pas problématique en soi. On est grand, on est petit, on est adulte, on est enfant, on est garçon, on est fille, on parle la même langue, une autre langue ou on ne parle aucune langue. Cette différenciation horizontale devient verticale au moment où des jugements de valeur s'y ajoutent. Quelque chose est meilleur ou pire que l'autre chose. Et au choix, les garçons ou les filles sont stupides, ce ne sont pas de bons partenaires pour jouer avec, et le stéréotype est devenu un préjugé, et on ne regarde plus vraiment de près si ce garçon et cette fille est un bon partenaire de jeu, mais il ou elle est rentré dans le groupe, dans le cluster, dans le stéréotype, et un acte, le préjugé qui s'est construit. Et ces différences catégorielles et surtout la valeur ou l'interprétation de ces différenciations a bien sûr un aspect culturel et historique. Quelles différences sont plus valorisées, moins valorisées, etc. C'est bien sûr tout le bagage culturel et historique qui a un impact. Je veux dire par là que nous ne devons pas sous-estimer l'importance et le rôle positif des stéréotypes en tant que performance cognitive, ni des préjugés en tant que raccourcis de pensée qui ont aussi leur utilité. Or, il se trouve malheureusement que nous avons grandi ici, et là, je joins aussi ce qui vient d'être dit, nous avons tous grandi dans cette société, dans ces sociétés, n'importe dans lesquelles on a société, je dirais pas de par le monde, et que nos sociétés, par des raisons historiques et culturelles, nous ont transmis les racismes, les sexismes, l'antisémitisme, l'homophobie, les préjugés contre les gens, les Roms, et j'en passe. Donc, ces préjugés sont ancrés structurellement dans notre imaginaire, dans les narratifs qu'on nous a transmis, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. À cause de ces raisons, nous sommes tous racistes. Si on a tous des réflexes racistes et il faut aller à l'encontre. Et il faut les déconstruire, réfléchir régulièrement sur ce qu'on fait, sur ce qu'on pense et surtout sur nos réactions primaires. Parce que la réaction primaire, elle est à chaud, elle est rapide, elle est vite, et donc c'est l'autre mécanisme cognitif lent qui permet de dire « hop, j'ai eu une réaction intuitive, mais je peux y réfléchir, je peux la déconstruire, et il faut le faire, mais ce n'est pas chose facile. » Et certaines personnes ne sont pas en mesure de le faire par eux-mêmes, ils ont besoin d'aide et de soutien pour le faire, et d'autres ne sont pas prêts à le faire, à faire l'effort et ne voient pas l'intérêt à faire cet exercice. Et d'autres encore pensent que les stéréotypes et les préjugés reflètent la réalité telle qu'elle est. Ils essentialisent donc les préjugés et justifient ainsi leur vision hiérarchisée du monde, ainsi que leur acte discriminatoire et inhumain. Et peu d'entre ceux-là tentent de propager leurs idées méprisantes en tant qu'idéologie et d'exercer une influence sur les autres pour transformer la société
et ne cherchant pas seulement à influencer le discours sociétal, mais à le déterminer, comme le revendique ouvertement, par exemple, Martin Sellner, un membre ou un leader du mouvement identitaire. Donc, il veut définir le discours sociétal et pas seulement l'influencer. Et très peu encore d'entre eux sont ouvertement violents ou tentent d'atteindre leurs objectifs par la violence et la propagation par la peur et par la terreur. Partant de ce cadre, je vais maintenant mettre un peu de lumière sur les aspects qui conduisent à la radicalisation d'une personne. Dans un premier temps, les étapes qui mènent à une radicalisation problématique ne posent pas de problème. Cela commence par la formation d'une opinion. Et s'il y a quelque chose de problématique de nos temps à se former une opinion, c'est plutôt la tendance de la société à vouloir que tout le monde ait une opinion sur tout. Personnellement, je préférerais que davantage de personnes admettent ne pas encore avoir d'opinion ou au moins de ne pas avoir d'opinion fondée, mais ça, c'est juste une remarque en marche. L'étape suivante, donc après l'opinion, c'est l'activisme, et cela aussi est nécessaire pour faire avancer les sociétés et donc pas problématique. Je réfère simplement au syndicalisme. On est aussi ici dans un bâtiment qui a joué un grand rôle dans le syndicalisme au Luxembourg, le féminisme, l'activisme contre le changement climatique, les activismes contre les racismes, etc. Tous ces mouvements, tous ces activismes sont bénéfiques et nécessaires à une société et au progrès des sociétés. Donc l'activisme, l'opinion et l'activisme ne sont pas problématiques, même au contraire. Mais si le processus se poursuit, les lois sont transgressées et c'est là que les choses commencent à devenir plus problématiques. Néanmoins, vu l'actualité de certaines formes d'activisme, je veux discerner entre la désobéissance civile et une plus grande radicalisation. Et là, les limites, à mon avis, à notre avis, se situent certainement au niveau de l'utilisation de la violence et plus certainement encore si cette violence est dressée contre les personnes. Mais il y a une autre limite et qui, dans ce cadre, est important, c'est est-ce que ces activistes veulent changer notre société? Oui, évidemment, mais est-ce qu'ils veulent détruire la société démocratique, délégitimer cette forme de société? En général, non. Et c'est cette ligne qui fait que, pour nous, ce genre d'activisme, il est contre la loi, ils sont probablement envoyés vers nous, mais le travail avec ce genre de personnes est beaucoup plus simple parce qu'on parle d'une société démocratique où la justice joue son rôle. Ces gens-là acceptent d'être traduits devant les tribunaux et en général acceptent aussi les punitions qui... Mais là où ça devient encore plus problématique, si cet extrémisme s'intensifie, si la violence devient plus grande, si le terrorisme est utilisé pour, comme le dit le mot, terroriser la société et pour, par ce biais, arriver à un changement de société. Généralement, le but est une société beaucoup plus autoritaire et beaucoup moins égalitaire et moins démocratique. J'aimerais maintenant aborder la manière dont nous travaillons avec les auteurs de violence. Je me répète, mais je crois que c'est important, que l'enjeu du travail avec les agresseurs est la protection des victimes. Chaque auteur qui ne récidive pas et chaque message haineux qui n'est pas envoyé est un succès. Comme nous intervenons auprès des auteurs, il était logique pour nous de choisir une approche individuelle et psychologique.
Et outre ces facteurs psychologiques, les aspects sociaux, historiques, ainsi que les facteurs idéologiques, médiatiques, sont aussi importants et jouent leur rôle dans le processus de consultation en fonction des circonstances, mais on commence toujours par les aspects individuels et psychologiques. Donc la relation est la condition préalable à tout changement, et l'établissement de cette relation est donc central pour nous, et ce n'est pas toujours évident dans un contexte de contrainte. Il y a des personnes qui sont envoyées vers nous par la justice, donc ils ne viennent pas d'eux-mêmes. De notre côté, l'intérêt pour la personne qui vient chez nous est central. Qui est cette personne? Comment est-ce qu'il est devenu ce qu'il est? Et à quel tournant s'est-il trompé? Et pourquoi? Donc l'auteur de violence n'est pas l'autre, mais il est notre fellow human being. Il a grandi dans une société raciste comme nous aussi, il a les stéréotypes racistes comme nous aussi, mais il a fait le choix à certains points de sa vie de ne pas combattre ces stéréotypes, mais de les mettre en œuvre et de poser des actes discriminatoires. Donc la rencontre de personne en personne est primordiale et aucun travail n'est possible sans ça. Donc dans notre travail, il s'agit de trouver l'équilibre entre l'acceptation et l'approche humaniste d'un côté et la prise de position claire contre la haine et la violence et la confrontation avec les actes de l'autre côté. Et au bout d'un certain temps, nous parvenons au mieux à établir une base de travail commune et nous consacrer à la question de savoir comment la personne est arrivée à la situation actuelle et aux théories et idées qui la sous-tendent. Et croyez-moi, c'est tout sauf de la pédagogie, comme on dit en allemand, Kuschelpädagogik, donc de la pédagogie douce. C'est un travail difficile et souvent un combat. Hier encore, les collègues étaient devant la porte où j'étais ensemble avec une collègue, avec un client, et on réfléchit à entrer parce que le temps était tellement élevé et la discussion tellement forte. Personne n'aime se regarder dans le miroir et voir ses torts et ses abîmes. Et donc, ça fait la difficulté de notre travail. Mais après 5 ans de travail, nous voyons aussi des phénomènes que nous rencontrons régulièrement. Je vais en nommer certains ici pour ensuite en déduire peut-être quelques pistes pour continuer à travailler dans la prévention. J'entends souvent, je suis travée... C'est bon, ça va bien. Okay. Donc j'entends souvent, je suis tombée à travers les mailles du filet des services d'aide. Et c'est injuste. Et c'est injuste. En revanche, trouver un bouc émissaire est facile et dans un premier temps, cela soulage. J'entends aussi, et ça me touche profondément, car ce sont des gens d'un certain âge, donc de plus de 60 ou 70 ans, qui le disent. Il y en a eu plusieurs. Personne ne m'a jamais écouté. À 70 ans, devoir dire ça en dit long sur notre société. Ils disent aussi, j'étais tout simplement en colère envers tout. Et dans ma vie, certaines choses ne se passent pas comme prévu. La colère a trouvé un échappatoire. Ce n'était pas juste, mais c'était la seule façon que j'ai trouvée. Ils disent aussi, dans la société, je vois des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec telle ou telle situation et j'ai l'impression de ne rien pouvoir y faire. Ce que je peux faire est en partie peu connu ou trop pénible. Il est beaucoup plus facile d'écrire un tweet que de s'engager dans une organisation. Je ne sais pas, ils disent aussi, je ne sais pas que c'était antisémite raciste. Si j'aurais su, je ne l'aurais pas fait. Je ne voulais pas le faire. Et ils disent aussi, et il y en a beaucoup aussi, qui disent «
j'aimerais m'excuser personnellement auprès des personnes. En général, ce n'est pas possible parce qu'on ne sait en général pas, on ne connaît pas les personnes qui les ont dénoncées, parce que beaucoup dans le programme Dialoguer au lieu d'haïr viennent chez nous par le biais, donc c'est la Be Secure Stop Line où ils ont été dénoncés, et là c'est anonyme, ça passe vers la police judiciaire, le parquet les envoie vers nous, donc le lien ne peut pas se faire. Je ne suis pas sûre si en général ce serait bénéfique, mais en tout cas ce n'est pas possible. Et oui, il y a aussi les autres, dont la position est idéologiquement ancrée, qui défendent leur vision du monde inhumain. Et là, le tri est beaucoup plus difficile et il commence aussi sur la base relationnelle et une base de confiance. Là, on pose les questions, d'où est-ce que vous avez vos convictions et quel est le lien avec votre vie? Par exemple, j'ai peur de ne pas pouvoir me faire comprendre parce que je ne parle, par exemple, que rudimentairement le français. Ça, on peut comprendre, tout en montrant que cela ne justifie nullement la haine. Il y a des incohérences aussi qu'on trouve dans l'argumentation. Parfois, c'est difficile, si l'idéologie est vraiment bien ficelée, de trouver là où l'argumentation est incohérente. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est aussi souvent la porte d'entrée pour dire, ben oui, vous parlez d'un monde quand même où vous parlez de vous-même en tant que philanthrope, mais comment ça s'accorde avec un poste raciste ou antisémite. Et la question la plus importante, qu'on ne pose pas directement, mais qui est sous-jacente à notre travail, de quoi parle-t-on au juste? Avec les changements ces dernières années, donc la crise Covid, on est de plus en plus en contact avec des personnes qui propagent des théories du complot et qui justifient le hate speech par des théories de complot. Et là, les raisonnements argumentatifs ont éclaté. Il n'y a plus de logique dedans. On est arrivé à dire tout et son contraire dans la même phrase. On a des personnes, un exemple, qui nous disent dans une phrase Lady Di n'est pas décédée, elle vit toujours, et c'était le Mossad qui l'a tuée. Donc on se dit, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, mais ça, en tout cas pas les deux en même temps. Mais ce genre de raisonnement complètement illogique est de plus en plus présent chez les personnes avec qui on travaille. Et ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'on est dans une phase post-factuelle, la réalité elle-même est remise en question. Ce n'est pas seulement qu'on a une vision différente de la réalité, une interprétation différente de la réalité, mais la réalité elle-même, on ne peut plus s'accorder sur la réalité elle-même. Cette évolution rend notre travail plus difficile et plus lent. Avec un islamiste ou un extrémiste de droite, je partage au moins la même réalité. Nous arrivons à des évaluations différentes, mais et aussi sûrement à des solutions ou des approches pour améliorer notre société qui sont totalement opposées. Mais avec ce cherry-picking des théories du complot, la base de réalité, la base des faits s'est éclatée. Nous devons, et nous sommes en train de le faire, développer de nouvelles approches pour travailler avec ces phénomènes. Pour terminer, je voudrais encore indiquer quelques pistes de prévention que je vois. Bien sûr, l'information est importante pour la sensibilisation, la prévention, mais on ne peut pas se limiter à cela. La formation continue, y compris dans de l'éducation politique, est importante, mais pas seulement envers les élèves, mais aussi envers les adultes. La formation sur les compétences médiatiques
Et là aussi, pas seulement avec les jeunes, mais aussi avec les adultes. Le dernier groupe qui a participé à notre programme Dialoguer au lieu d'haïr, la moyenne d'âge était 50 plus, même, voire il y avait 3 personnes 70 et plus. Donc là, il y a effectivement un manque dans les compétences médiatiques chez ces groupes de personnes-là. Il faut aussi, et dans le futur, il faudra encore beaucoup plus de formations sur la manipulation, voire le deepfake. Ces phénomènes vont prendre une ampleur dans les prochaines années, il faut s'y préparer. Il faudra faire une offre aux personnes en crise, une offre adaptée à de bas seuils, une offre de psychothérapie et au Luxembourg, il faut le dire, le fait que la CNS ne rembourse toujours pas les psychothérapies a probablement déjà coûté la vie à certaines personnes. Écouter les gens est primordial et écouter, c'est d'abord apprendre à écouter. Créer des espaces dans lesquels il est possible de débattre, de discuter et tout ça en sérénité. Et je ne pense pas aux tables rondes traditionnelles qui ont leur sens, mais qui ne permettent pas à tout un chacun de s'exprimer. Et ce besoin d'expression, d'écoute, d'échange, il est quand même grand et ça permettrait une cohésion dans notre société probablement plus grande. Des études, des statistiques, on doit continuer dans ce sens pour cerner mieux les problématiques dont on parle. Et dans le domaine de la prévention secondaire, voire tertiaire, on plaide toujours pour une structure d'aide, de soutien et d'accompagnement aux victimes. On a entendu la démarche